êtes à travailler sur l'Asie ou à vous intéresser sur l'Asie? Est-ce que c'est votre parcours personnel, votre cheminement professionnel? Comme beaucoup de gens qui viennent à l'anthropologie au début, par curiosité, par désir d'apprendre quelque chose sur l'autre, sur les cultures différentes, c'est le voyage qui m'a amené à l'anthropologie d'abord et à l'anthropologie de l'Asie en particulier. Quand j'avais travaillé beaucoup plus tôt dans ma vie comme travailleur social, j'avais des vacances annuelles assez bien payées et j'étais allé quelques fois en Asie comme ça, comme voyageur. Et ça m'avait intéressé à tel point que finalement, dans une phase de travail subséquente, j'étais devenu guide touristique et un des endroits où j'allais comme guide touristique, c'était le nord de l'Inde, donc au Ladakh, au Cachemire, un peu autour de Delhi, tout ça, à Rajasthan. Et je pense que le goût d'en savoir plus que ce que le monde du voyage apporte, qui est surtout un monde expérientiel dans lequel on aborde les choses à travers l'émotion, à travers le senti, plus qu'à travers la réflexion. J'avais besoin de systématiser ce savoir-là que j'avais commencé à accumuler. Et je suis revenu aux études et j'ai fait de l'anthropologie. J'ai commencé une maîtrise en anthropologie que j'ai fait finalement sur la population du Ladakh. Et après, j'ai continué sur les langues parce que ça m'intéressait au doctorat en travaillant cette fois-là sur des populations minoritaires montagnardes dans le nord de de la Thaïlande, chez les Hmong en particulier, où j'ai fait donc mon séjour de terrain de doctorat pour étudier les impacts du tourisme dans un petit village fréquenté par les groupes de trekking, qui sont exactement dans le modèle que ce que beaucoup de nos étudiants font quand ils ont leur premier contact avec la Thaïlande. Ils vont aller faire quasiment tous un voyage de trekking dans le nord, dans les tribus montagnardes, comme on dit dans le jargon touristique. Et donc, j'ai fait mon doctorat là-dessus. Et ensuite, en devenant prof, à l'époque en Angleterre, j'avais eu une opportunité pour aller voir du côté du Vietnam, chez des populations similaires. Il se trouve que les Hmong sont une population transnationale qu'on trouve dans 6 pays de cette région-là limitrophe entre le sud de la Chine et tout le nord de la péninsule indo-chinoise. Et il y en a beaucoup au Vietnam, beaucoup plus qu'en Thaïlande. Et ça avait, pour moi, été une découverte et quelque chose de très excitant de pouvoir enfin avoir un nombre conséquent de minoritaires. On parle quand même de presque 1 million de gens. C'est des minoritaires importants en termes démographiques. Et là, j'ai commencé donc, au cours des 15 dernières années, à m'intéresser aux questions que j'appellerais généralement d'anthropologie économique, mais qui ne sont pas strictement, à strictement parler, de nature économique, bien que les symptômes observés sont des symptômes qui touchent au marché, à la place de marché, aux échanges sur les places de marché, mais aussi aux échanges d'un autre ordre que strictement l'ordre matériel ou financier. Donc les échanges symboliques, les échanges qui ont un impact sur l'identité, qui ont un impact sur la définition de soi par rapport à l'autre, sur le maintien de son identité par rapport à des majorités nationales qui ont des projets nationaux qui peuvent différer de ce que les minoritaires peuvent avoir, eux, comme projet pour eux-mêmes. Et en fait, c'est très semblable à la situation, par exemple, amérindienne ou inuit au Canada par rapport à un État centralisé, québécois ou canadien. Donc, c'est à peu près le parcours, là, en résumé. OK. Et puis, on entend beaucoup parler de l'Asie dans l'actualité pour toutes sortes de questions, etc. Mais alors, en tant qu'anthropologue, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau ou d'intéressant? Ou est-ce qu'il y a un regard particulier que l'anthropologie apporte là-dessus? Oui, tout à fait. Le discours dominant sur l'Asie actuellement, et c'est comme ça depuis un bon bout de temps en fait, sur l'Asie en Occident et notamment en Amérique du Nord, est un discours économique et politique. Économique, on le voit avec le genre de lecture qu'on fait de la situation chinoise actuellement et indienne aussi, qu'on voit comme étant les grands nouveaux marchés, les grands compétiteurs sur le plan de la production, sur le plan aussi de l'accumulation du capital à l'échelle mondiale. Et puis ensuite, on regarde les impacts politiques, les questions concernant les droits de l'homme, par exemple, ou les droits de la personne, et les questions sur le rapport aux minorités, notamment avec la question tibétaine actuellement. Tout ça, c'est très correct, mais de la même manière qu'on trouverait étrange qu'un Japonais ou un Coréen vienne étudier la culture québécoise en s'intéressant uniquement à la forme des partis politiques ou à l'indice boursier de la performance économique québécoise, on dirait qu'il ne va pas comprendre ce qui se passe. C'est beaucoup plus profond que ça. Alors l'anthropologie apporte par-dessus ou même en fondation à ces lectures politiques et économiques, des lectures culturelles, des lectures sociales qui essaient de voir dans l'autodéfinition des populations par rapport à qui ils sont,
quelle est leur histoire, qu'est-ce qui est important dans leur histoire et quels sont leurs projets et comment est-ce qu'ils les formulent sur le plan culturel, le plan linguistique, le plan de la représentation de soi à une échelle matérielle, le plan de la définition de qui on veut être quand on se projette dans l'avenir. Tout ça échappe aux gens qui s'intéressent uniquement aux dimensions politiques et économiques. L'anthropologie amène ce que moi j'appelle donc la fondation nécessaire pour ensuite pouvoir progresser et comprendre des dimensions plus fines comme les dimensions purement économiques ou politiques. Et en ce moment, qui travaille justement sur l'anthropologie dans cette perspective-là, il y a plusieurs professeurs à l'Université Laval, non? Ils doivent avoir des champs divers. Il y en a eu un certain nombre dans les dernières 30 années et certains sont retraités, certains sont toujours actifs mais ont pris des directions un peu différentes pour toutes sortes de bonnes raisons. Et il y en a, on dirait actuellement 3 qui sont à la fois des nouveaux professeurs au département et des gens qui sont concentrés sur des questions asiatiques. Alors on a Abdelwahed Meki Berada qui travaille, je vous fais ça rapidement, là, qui travaille sur des questions de santé et de genre en Inde urbaine, donc surtout du côté de Mumbai. Isabelle Henrion-Dourcy qui est sur la question tibétaine en général, mais notamment sur des questions de performance ou de production artistique, surtout les arts de performance, au Tibet, donc en Chine, le Tibet chinois. Et moi-même, donc, sur la question des minoritaires du sud-est asiatique, notamment dans la péninsule sud-est asiatique, donc les pays qui sont rattachés au continent, avec, de mon côté aussi, à cause de mon enseignement sur l'Asie du Sud-Est au premier cycle, un intérêt marqué pour tout ce qui concerne les autres aspects culturels, sociaux, historiques, linguistiques, même génétiques d'Asie du Sud-Est péninsulaire et insulaire, donc incluant l'Indonésie, les Philippines, par exemple, jusqu'à Timor, Papouasie. OK. Donc, visiblement, il y a plusieurs thèmes là, qui sont couverts par les profs, donc ça peut intéresser vraiment plusieurs étudiants là, d'un peu partout. Oui, on a une spécialisation qui n'est pas présente ailleurs au Québec. Il est clair que si quelqu'un, n'importe où au Québec, s'intéresse à ce type de spécialisation-là, il est logique de vouloir penser le faire à Laval. On n'est pas ici dans le discours de la compétition, là, on parle simplement de ce que certaines universités ont à offrir sur certains plans. Et il est clair qu'il y a à Laval maintenant l'implantation depuis 2 ou 3 ans et, je pense, le développement en ouverture d'une spécialisation asiatique qui devrait attirer des gens de l'extérieur, notamment des gens de Montréal, comme si je me souviens bien, c'est le cas pour vous-même. Oui, c'est ça, parce que moi, je m'intéressais, je voulais travailler sur l'Inde, et puis maintenant, je travaille avec Abdelwahed Meki Berada, puis c'est ça parce qu'il travaillait sur les rapports de genre, etc. Donc, pour moi, c'était très intéressant. Et puis, en plus, là, j'habite à Montréal, sauf que j'ai décidé de faire ma maîtrise à l'Université Laval parce que pour le département, c'est intéressant parce qu'il y a un bon contact avec le groupe qui fait la maîtrise. On a des cours de problématiques, méthodologie qui sont des cours où on peut avoir un contact avec tous les étudiants qui font le même cheminement que nous. Donc pour ça, c'est très, très dynamique de voir ce que les autres font et tout. Et puis en plus, je pense que tous les étudiants sont assez d'accord pour dire qu'il y a un très bon contact avec les professeurs, il y a une grande disponibilité de leur part. Et puis il y a aussi, on a des très bons services, là. Il y a des espaces de travail qui sont vraiment très agréables pour les étudiants et tout. Donc c'est quand même une ambiance assez intéressante là, pour faire une maîtrise dans cette université. Fait que c'est entre autres pour ça que j'ai décidé de venir à l'Université Laval.